Bonjour et bienvenue, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo du liseur de bons textes. Alors, j'ai choisi une œuvre aujourd'hui dont je vais vous lire un extrait de Charles Dickens, qui devait avoir 40 ans lorsqu'il a écrit ce roman. Donc Charles Dickens est un auteur anglais, né en 1812, et il a écrit donc ce livre en 1860, qui a pour titre donc Les Grandes Espérances. Donc les Grandes Espérances, que je vous montre ici aux éditions du livre, des éditions Folio Classique. Donc Charles Dickens, Les Grandes Espérances, une lecture que je vous recommande et dont je vais vous lire un extrait. Alors, le livre que l'on va lire, dont je vais vous lire un extrait, est pourtant en grande partie un roman sur l'enfance, un roman de l'enfance et de l'adolescence. L'histoire d'une éducation donc style dans lequel excelle Dickens, puisqu'il s'est surtout fait connaître avec le David Copperfield, qu'il écrivit donc 10 ans plus tôt, et qui raconte et transpose en partie l'histoire de sa propre enfance. Alors ici, dans le livre Les Grandes Espérances, nous sommes plutôt dans une aventure psychologique et morale de portée universelle, bien que fondée sur une introspection attentive pratiquée par l'écrivain. Donc la rédaction de ce livre, Les Grandes Espérances, appartient à la période ou aux mois qui ont suivi le début de ses premières lectures publiques qu'il pratiquait donc à haute voix. Il s'agissait d'extraits de ses œuvres qui étaient choisis et adaptés avec soin. L'écrivain y trouvait d'ailleurs dans cette activité un appréciable supplément de ressources financières à cette occasion. Et puis ça lui donnait aussi l'occasion de travailler sous une forte pression, pression qui semblait nécessaire pour lui à sa production. Il y trouvait également l'occasion de montrer, de déployer ses remarquables talents d'acteur à partir des lectures, des extraits de ses œuvres. Donc ces lectures publiques devaient aussi servir pour lui, je pense, d'exutoire à l'énergie qu'avait Dickens, et pour l'éloigner aussi, notamment durant cette période-là, d'une crise conjugale latente qu'il vivait avec sa femme. Avant de démarrer cet extrait de ce prodigieux roman qu'il faut à tout prix lire, Les Grandes Espérances surprennent surtout par la fraîcheur des scènes d'enfance, l'extraordinaire aussi prodigalité de l'invention, le comique aussi dans cet ouvrage parfois débridé, mais aussi la gravité de la réflexion morale et sociale de son époque qu'on y trouve. Les Grandes Espérances ont donné à ses contemporains, y compris les critiques les plus exigeantes de son époque, à son égard, et aussi les plus déçus par ses précédents romans, viennent retrouver là, dans cet ouvrage, le maître qui excelle dans son art et extraordinaire moyen d'expression. Les Grandes Espérances occupent à juste titre, parmi les ouvrages de Dickens, le rang le plus élevé, certainement font de lui une place très grande dans l'ensemble de l'histoire universelle du roman. Alors peut-être juste un mot avant de démarrer un extrait de cette lecture, un petit mot peut-être de l'ambiance, du style de cet ouvrage. Alors le centre du livre, le développement d'un jeune héros narrateur, qui n'a rien d'héroïque d'ailleurs, est une aventure intérieure propre à trouver un écho en chacun des lecteurs. En chacun d'entre nous, vous allez donc vivre cela avec cette lecture. Le simple fait que le personnage central soit en même temps celui qui tient la plume contribue manifestement à assurer l'unité du ton et du style dans tout le livre. La conscience de Pip, donc le principal personnage, tamise toutes les impressions qu'il rapporte. Elles sont même filtrées de deux manières. Une première par la perception déjà des faits et des personnes, à l'instant où chaque incident est vécu par lui. Il n'appréhende pas la totalité du réel. D'autre part, le narrateur est un Pip mûri,
après la rude bataille pour l'accession à l'âge adulte. Le deuxième filtre enfin opéré, superposé au premier, est celui du souvenir et du temps, une quinzaine ou une vingtaine d'années durant cette période, qui modifie en fait la vision des choses, qui atténue un trait ici, qui durcit un autre par là, et qui donne une couleur en fait nouvelle aux images ainsi transmises. La date des événements de cet ouvrage n'est pas spécifiée, mais divers indices montrent que l'action principale appartient aux années 1820. Et l'élément essentiel, c'est aussi la relation entre le jeune héros narrateur et un petit cercle d'autres figures. Les Grandes Espérances se distinguent en effet par le nombre restreint, relativement restreint des participants à l'histoire. Et sur ce point, comme sur d'autres, la sobriété est une caractéristique importante et assez nouvelle finalement dans ce livre. Donc, par exemple, il y avait, je crois, 360 personnages dans Pickwick Papers, et là, il y en a au plus une quarantaine, dont une dizaine tout au plus qui ont un rôle en fait significatif dans ce roman. Donc voilà pour ces quelques éléments, si vous voulez, d'introduction, avant de démarrer la lecture d'un extrait de ce prodigieux roman de Charles Dickens. Donc c'est un roman mature de Charles Dickens, qui était déjà très célèbre, comme je vous le disais en introduction, qui est intervenu plutôt sur la fin de qu'il a écrit plutôt sur la fin de sa carrière. Donc ce roman en fait explique l'ascension d'un jeune homme qui est pauvre et passablement maltraité par une sœur aînée qui se targue de l'avoir élevé à la cuillère, comme elle dit, à la mort de leurs parents. Et dans la forge de Joe, le forgeron, Pip, c'est son surnom, se morfond et rêve en fait d'une vie meilleure. Ce jusqu'au jour où il apprend qu'il est porteur de grandes espérances, sous la forme d'un protecteur anonyme qui souhaite faire sa fortune par l'intermédiaire d'un officier de justice qui est chargé d'administrer ses espérances et faire de lui un gentleman. Curieusement, dans l'Angleterre de l'époque, qui était encore passablement féodale du milieu du XIXe siècle, la notion de gentleman associe étroitement honorabilité et fortune. La première dérivant de la seconde, comme chacun l'aura compris. Et lorsque notre jeune homme va apprendre d'où vient sa bonne fortune, il va perdre brusquement ses illusions et devenir enfin ce qu'il aurait dû être depuis longtemps, un homme pourvu de toutes les qualités devant lui permettre de conquérir par ses propres moyens la fierté d'exister. Roman initiatique, Les Grandes Espérances contient une belle galerie de grotesques au nom fabuleux et somptueux et savoureux, j'allais dire, de Pumblechook, Madame Havisham, Monsieur et Madame Pocket, Bentley, Druml et bien d'autres, le délicieux humour si caractéristique de Charles Dickens, cette façon de dire les pires incongruités avec le plus grand sérieux, qu'on appelle à tort l'humour anglais, est présent dans toutes les pages. Un agréable moment de lecture, je vous l'assure, et une belle leçon de vie. Donc j'ai choisi pour vous de vous lire le tout premier chapitre, les premières pages qui viennent introduire le personnage principal de Pip. Comme le nom de famille de mon père était Pirip et mon prénom Philippe, ma langue, dans ma petite enfance, ne sut rien articuler de plus long ni de plus explicite pour l'un et l'autre de ces noms que Pip. C'est donc sous le nom de Pip que je m'ai désigné et sous le nom de Pip que je vins à être désigné. J'ai dit que mon père s'appelait Pirip, et je tiens ce renseignement de sa pierre tombale et de ma sœur, Madame Gargerie, la femme du forgeron. Comme je n'ai jamais vu mon père et ma mère, ni même un portrait de l'un d'eux, car ils appartenaient à une époque bien antérieure à l'âge de la photographie, la première idée que me fit de leur apparence fut empruntée, sans rime ni raison, à leur pierre tombale. La forme des lettres gravées sur celle de mon père me donna la curieuse impression que ce devait être un gros homme trapu, au teint sombre et aux cheveux noirs et ébouriffés. D'après les caractères de l'allure générale de l'inscription, ainsi que Georgiana son épouse, je parvins à la conclusion puérile que ma mère avait dû être fragile et couverte de taches de rousseur. Quant aux 5 petits losanges de pierre,
long d'1,5 pied environ, qui avaient été méthodiquement alignés à côté de leur tombe et consacrés à la mémoire de mes 5 petits frères, ils avaient renoncé à essayer de gagner de quoi vivre et abandonné cette lutte universelle extraordinairement tôt. Je leur dois d'avoir cru, avec une foi religieuse, qu'ils étaient tous les 5 nés sur le dos, les mains dans les poches de leurs pantalons, et ne les avaient jamais retirés en ce bas monde. Nous habitions donc dans la région des marais, près de la Tamise, à moins de 20 miles de la mer, en suivant la courbure du fleuve. Il me semble que j'acquis pour la première fois une impression fort claire et précise de l'identité des choses par une froide et mémorable fin d'après-midi. C'est à un tel moment que je me rendis compte avec certitude que ce terrain désolé et couvert d'orties était le cimetière, et que feu Philippe Pirip, habitant de la paroisse, ainsi que Georgiana, son épouse, étaient morts et enterrés, et qu'Alexander, Bartholomé, Abraham, Tobias et Roger, leurs enfants en bas âge, étaient morts et enterrés, eux aussi, et que la zone plate, sombre et inhabitée qui s'étendait au-delà du cimetière, coupée de petits murs, de tertres et de barrières, où passaient quelques bêtes éparses, n'était autre que les marais, et que la ligne basse et grise qui la limitait était le fleuve, et que le lointain repère sauvage d'où accourait le vent était la mer, et que le petit ballot, frissonnant, qui commençait à avoir peur de toutes ces choses et se mettait à pleurer, c'était Pip. « Fais pas tant de bruit !» s'écria une voix redoutable, tandis qu'un homme surgissait soudain du milieu des tombes situées près du porche de l'église. « Tiens-toi tranquille, espèce de petit démon, ou je te tranche la gorge !» C'était un homme effrayant, tout vêtu d'un mauvais tissu gris, et qui avait un grand fer attaché à la jambe. Un homme sans chapeau, avec des chaussures en piteux état et un vieux chiffon noué autour de la tête. Un homme qui avait été trempé jusqu'aux os, suffoqué par la boue, meurtri par les pierres, blessé par les cailloux, piqué par les orties et égratigné par les ronces. Un homme qui boitait et frissonnait, et grondait et grognait, et qui claquait des dents au moment où il me prit par le menton. « Oh monsieur, ne me tranchez pas la gorge, dis-je, l'implorant avec terreur. « Oh non, monsieur, je vous en prie. »« Dis voir ton nom, fit l'homme, vite. »« Pip, monsieur. »« Encore un coup, dit l'homme, en me regardant fixement, et qu'on t'entende. »« Pip, monsieur, Pip, monsieur. »« Fais voir où t'habites, dit l'homme. Montre-moi de quel côté que c'est. » Et je lui montrai où se trouvait notre village, sur la plaine proche de la berge, parmi les aunes et les têtards, à un bon mille de l'église. L'homme, après m'avoir dévisagé un moment, me mit la tête en bas et vida mes poches. Il ne s'y trouvait rien d'autre qu'un morceau de pain. Quand l'église revint à elle, car son geste avait été si brusque et si violent qu'il avait fait basculer l'église d'un seul coup à mes yeux et que j'avais vu le clocher sous mes pieds. Quand l'église revint à elle, disais-je, j'étais assis sur une haute pierre tombale, tandis qu'il mangeait mon pain avec voracité. « Espèce de petit chien, me dit l'homme en se léchant les babines, ce que tu as les joues rondes. » Je crois qu'elle l'était, pourtant j'étais à l'époque petit pour mon âge et peu robuste. « Je te jure que je serais capable de les manger, ces belles joues, dit l'homme avec un hochement de tête menaçant, et que j'en ai une fameuse envie. » J'exprimai avec ferveur l'espoir qu'il n'en ferait rien, et je resserrai mon étreinte sur la pierre où il m'avait déposé, en partie pour me retenir de tomber, et en partie pour me retenir de pleurer. « Dites donc, fit l'homme, écoute-moi. Où quelle est ta mère ?»« Ici, monsieur, dis-je. Ici. » L'homme sursauta, il s'éloigna de quelques pas en courant, puis s'arrêta en regardant par-dessus son épaule. « Ici, monsieur, lui dis-je, timidement, ainsi que Georgiana, c'était ma mère. »« Ah, fit-il, en revenant vers moi, et c'est ton père qui est à côté d'elle ?»« Oui, monsieur, lui dis-je aussi, habitant de la paroisse. »« Tiens, grommela-t-il alors, en réfléchissant, chez qui que tu vis? À supposer que j'ai eu la bonté de te laisser en vie, mais ça, c'est pas encore décidé. »« Chez ma sœur, monsieur,
Madame Joe Gargery, la femme de Joe Gargery, le forgeron, monsieur. Le forgeron, tu dis? Et son regard s'abaissa sur sa jambe. Après avoir contemplé d'un air sombre sa jambe, puis ma personne à plusieurs reprises, il s'avança plus près de ma pierre, me saisit de ses deux mains, me renversa en arrière et me tint à bout de bras, si bien que son regard, plongeant dans mes yeux de façon fort imposante, et que le mien se levait vers le sien de façon fort impuissante. « Alors écoute-moi bien, dit-il, puisqu'il s'agit de savoir si on va te laisser en vie. Tu sais ce que c'est une lime? Oui, monsieur. Et un casse-croûte, tu sais ce que c'est? Oui, monsieur. Après chacune de ces questions, il m'avait renversé un peu plus loin en arrière, comme pour mieux me faire sentir mon impuissance et le danger où j'étais. Tu vas me trouver une lime et de me renverser encore. Donc tu vas me trouver une lime et de me renverser encore. Et tu vas me trouver un casse-croûte et de me renverser. Et tu vas me les apporter et de me renverser encore. Sans ça, je t'arrache le cœur et les entrailles. Et de me renverser de nouveau. J'étais épouvanté et j'avais un tel vertige que je m'accrochai à lui avec mes deux mains et lui dis « Si vous aviez la bonté de me laisser me redresser, monsieur, peut-être que j'aurais moins mal au cœur et peut-être que je pourrais mieux vous écouter. » Il me fit faire un terrible plongeon suivi d'un balancement, si bien que l'église parut sauter par-dessus sa propre girouette. Puis, il me tint par les bras tout droit au sommet de la pierre et poursuivit en ces termes inquiétants. « Tu vas m'apporter demain matin, de bonne heure, la lime et le casse-croûte en question. Tu vas m'apporter tout ça près de la vieille batterie qui est là-bas. Tu vas faire ça et tu vas pas te risquer à dire un seul mot ou à faire un seul geste pour montrer que tu as vu un homme de mon espèce. Et que tu n'as même pas vu un homme tout simplement, et alors je te laisserai en vie. Si tu réussis pas, ou si tu me désobéis sur un seul point, même sur un point minuscule, alors on t'arrache le cœur et les entrailles, on les fait rôtir et on les mange. Et remarque que je ne suis pas seul, comme tu pourrais le croire. Il y a un jeune homme qui est caché avec moi. Et à côté de ce jeune homme, je suis un vrai ange. Le jeune homme, il entend ce que je te dis. Il est caché. Le jeune homme, il entend ce que je dis. Et le jeune homme, il a une façon à lui, qui est son secret, d'attraper les petits garçons, et leur cœur, et leurs entrailles. Ça ne sert à rien aux petits garçons d'essayer de se cacher pour échapper à ce jeune homme. Un petit garçon aura beau fermer sa porte à clé, il aura beau se mettre au chaud dans son lit, il aura beau se recroqueviller complètement, il aura beau ramener les couvertures par-dessus la tête, il aura beau croire qu'il est bien tranquille et en sécurité, le jeune homme arrivera quand même tout doucement, jusqu'à lui pour l'éventrer. En ce moment, j'empêche le jeune homme de te faire du mal. Je le retiens et c'est pas facile. J'ai bien du mal à empêcher ce jeune homme de t'arracher les intérieurs. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je lui dis que j'allais procurer une lime et que j'allais lui procurer tous les restes de nourriture que je pourrais trouver et que je viendrai le voir à la batterie de bonne heure le lendemain matin. Dis que Dieu me fasse mourir tout d'un coup si je manque à ma parole, dit l'homme. Je m'exécutai et il se mit à terre. Maintenant, poursuivit-il, n'oublie pas ce que tu as promis et n'oublie pas le jeune homme et rentre chez toi. Bonne nuit, monsieur, balbutiai-je. Il y a des chances, dit-il, en jetant un regard autour de lui et l'étendue toute plate, froide et humide. Dommage que je ne sois pas une grenouille ou une anguille. Ce disant, il étreignit son corps frissonnant entre ses deux bras, en se serrant comme pour m'empêcher de tomber en morceaux, et il se dirigea, en boitant vers le mur du bas de l'église. Quand je le vis s'en aller, en se frayant un chemin au milieu des orties et des ronces qui entouraient les terres verdoyants, il fit à mes yeux juvéniles l'effet d'un homme qui cherchait à échapper aux mains des morts, qui se seraient risqués à allonger le bras hors de leur tombeau pour entortiller sa jambe et l'attirer auprès d'eux.
Quand il atteignit le mur de l'église, il monta dessus à la façon d'un homme qui a les jambes raides et engourdies, puis il se retourna pour me chercher du regard. En le voyant se retourner, je me dirigeai vers les maisons et partis à toute allure. Mais bientôt, je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et je le vis poursuivre son chemin vers le fleuve, les deux bras toujours serrés autour du corps et se frayant un chemin de ses pieds endoloris à travers les grosses pierres qui avaient été jetées de ci de là dans les marais pour servir de guet au moment des grandes pluies et des grandes marées. Voilà donc pour cet extrait de Charles Dickens, des Grandes Espérances. Je vous remercie d'avoir écouté cette lecture de texte et je vous invite donc à lire cet ouvrage. Merci, au revoir.